Bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre Morin. Je suis le directeur des opérations pour le réseau Accès Participation. Et ça me fait plaisir, dans le cadre de notre collaboration avec l'Association canadienne des parcs et loisirs, de vous présenter ce webinaire sur l'intersectionnalité des obstacles à l'engagement et la représentation des filles, des femmes et des personnes non-binaires dans le sport récréatif. En premier lieu, j'aimerais juste partager avec vous quelques informations sur l'Association canadienne des parcs et loisirs. L'Association canadienne, c'est quoi? C'est vraiment 13 associations provinciales territoriales. Donc, on regroupe l'ensemble des organisations provinciales au pays. On regroupe leur expérience, leur expertise, leur réseau, les membres du conseil, l'ensemble du personnel pour nous aider à aller de l'avant. C'est vraiment l'ACPL, c'est la force commune des sports, des loisirs au Canada. Et naturellement, à l'ACPL, il y a un bureau national où travaille une directrice administrative, une directrice des politiques et partenariats, un expert de communication et une gestionnaire de projet. Qu'est-ce que l'ACPL vise? Alors vraiment, l'ACPL, c'est une voix. C'est la voix nationale des parcs et loisirs. C'est elle qui représente les intérêts du milieu des parcs et des loisirs face au gouvernement, par exemple. Ça fait vraiment progresser les intérêts communs de nos membres, mais par exemple, sur le programme des infrastructures, dans la mise sur pied d'initiatives comme, par exemple, l'équité entre les genres. Donc, vraiment, la CPL est à la fine pointe de l'information puis de la sensibilisation au sport et loisirs, au parc et loisirs dans le pays. La CPL, c'est aussi une communauté, un réseau national qui est dédié au bien-être des gens, des communautés et des environnements naturels et bâtis. Peut-être certains d'entre vous vont se rappeler qu'à la CPL, c'est l'organisation qui est à la base même ou à l'essor même du concept des bénéfices ou des bienfaits des parcs et des loisirs. C'est le fameux catalogue qui a été produit il y a une vingtaine d'années et que je considère personnellement comme étant toujours d'actualité. Et comme on le disait, la CPL, c'est aussi un fournisseur de services, c'est-à-dire qu'on offre des services pour s'assurer que le dialogue, que la formation, que l'innovation sont toujours en place. Alors, dans ce cadre-là, vous avez entendu parler de nos projets, comme par exemple Équité entre les genres, que je vais vous présenter en quelques instants. Mais certains d'entre vous peuvent se rappeler peut-être le programme des emplois verts qu'on a géré il y a 2 ans. Alors, un des éléments qui nous intéresse particulièrement, puis un des aspects dont on est particulièrement fiers à la CPL, c'est le cadre stratégique sur le loisir. Donc, qui est un projet de politique qui a été créé par certains gouvernements, puis par le milieu, qui touche la période 2015-2025. C'est vraiment un fruit de collaboration entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et la CPL. D'ailleurs, il y a eu plusieurs rencontres qui se sont faites à ce propos, qui ont réuni l'ensemble des représentants des provinces. Et l'implantation est réalisée autant par les gouvernements que la CPL. Puis, ben, on a maintenant un groupe de travail pour l'implantation de ce cadre-là. Pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site de la CPL et vous en trouverez une copie qui va vraiment qui vous présente c'est quoi les tenants et les aboutissants et surtout quels objectifs sont visés par le cadre. Et vous voyez les 5 objectifs majeurs qui sont visés dans ce cadre. Vie active, l'inclusion et l'accessibilité, les liens entre les gens et la nature, donc les parcs, les environnements favorables à la pratique du loisir et notre capacité en tant que secteur d'agir. Et c'est dans ce cadre-là, donc, c'est animé par ce cadre stratégique-là, qu'à la CPL, il y a eu cette idée de ce projet de l'équité entre les genres dans le sport récréatif. Alors, effectivement, en novembre 2019, la CPL a obtenu le mandat du gouvernement pour améliorer la participation et la rétention des filles et des femmes dans les sports récréatifs. Alors, dans le cadre de ce projet-là, on vise vraiment les filles âgées de 9 à 15 ans, les mamans en congé postnatal ou les mères d'enfants d'âge scolaire ou qui vont avoir leur enfant bientôt, les femmes de 55 ans et plus, puis les filles qui présentent des facteurs identitaires croisés qui sont le sujet aujourd'hui du webinaire qu'on vous présente. Au cours des 2 prochaines années, ce qu'on a l'intention de faire à la CPL, c'est de produire des trousses, donc des trousses d'outils pour équiper l'ensemble des gens du milieu à pouvoir, comme on dit, améliorer la participation, améliorer la rétention des filles. Il y aura des ateliers de formation, il y aura des webinaires comme celui qui vous a présenté aujourd'hui, des formations i5, qui est un programme qui est bien connu dans le Canada anglais et qu'on va traduire en français, et un programme de subvention sur lequel j'attire votre attention parce qu'effectivement, ça fait déjà 2 programmes de subvention que nous gérons dans le cadre de ce programme et il y en aura un troisième à l'automne prochain. Alors, vraiment,
le programme d'équité dans les genres, vous pouvez aussi aller sur le site de la CPL pour trouver les informations à ce sujet-là. Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre présentatrice du webinaire d'aujourd'hui sur le thème des filles les filles et les femmes qui présentent des facteurs identitaires croisés. Nous sommes très heureux d'accueillir pour animer ce webinaire Mme Fanny Smith, à qui je laisse le soin de présenter les intervenants. Bonjour, je m'appelle Fanny et mes pronoms sont elle et là. Ce matin, je vous parviens des territoires traditionnels des Premières Nations, Tsawwassen et Musqueam, qui ont pris soin de cette belle terre en Colombie-Britannique depuis des temps immémoriaux. En tant que femme blanche, cisgenre, mon privilège durant cette discussion, je la reconnais vraiment. Je suis ravie d'avoir avec nous des invités avec des expériences diverses qui partageront avec nous leurs défis et leurs études concernant l'inclusion des femmes et des personnes non-binaires au niveau du sport et de la récréation. Chaque personne est plus que nous voyons de l'extérieur. La création de programmes et de services inclusifs de tous doit considérer les personnes dans nos communautés comme individus uniques au-delà d'une seule dimension de leur personne et des concepts binaires de genre, race, orientation sexuelle, fonction de capacité, etc. Parfois, par contre, ces dimensions se présentent une à la fois et parfois elles se croisent. Et ces intersections peuvent être très simples et parfois elles peuvent être très complexes ou plus complexes. Et cela peut créer des réalités de couches de discrimination de plus en plus épaisses. C'est un concept qu'on appelle l'intersectionnalité. Et ce concept a d'abord été décrit par une justice afro-américaine, Kimberly William Crenshaw, en 1989, pour parler plus spécifiquement de la réalité des femmes noires qui subissaient à la fois les effets du sexisme et ceux du racisme. La définition d'intersectionnalité de l'Office québécoise de la langue française nous dit que c'est un cumul de différentes formes de domination ou de discrimination vécues par une personne, fondées notamment sur sa race, son sexe, son âge, sa religion, son orientation sexuelle, sa classe sociale ou ses capacités physiques, qui entraînent une augmentation des préjudices subis. Pour traduire un commentaire fait par Janelle sur notre version anglaise de ce webinaire, le problème n'est pas avec les handicaps, le sexisme ou l'homophobie. Le problème se trouve dans la blanchicité, l'hétérosexualité et le capaticisme. La solution est à la portée de la main de la majorité et c'est à nous de prendre les étapes et de prendre la charge vers le changement. Tout comme on ne veut pas aspirer à être ce que l'on ne voit pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et la solution doit inclure de l'action quotidienne qui est ancrée dans l'écoute attentive des autres. Et c'est bien beau de s'éduquer sur le sujet, mais il faut aussi prendre des démarches actives vers le changement. Il faut aussi se rappeler que les dimensions humaines communes de chaque personne représentent une expérience différente de chaque individu. Par exemple, une femme en chaise roulante qui fait partie de la communauté LGBTQ+, a des intersections communes avec un homme handicapé, une autre personne gay, mais ça ne veut pas dire que leurs intersections sont communes, que leurs voix et leurs expériences représentent la voix et l'expérience de tous. Avant d'aller plus loin et de vous introduire à mes invités, j'aimerais introduire quelques concepts. La plus grosse erreur que je pourrais faire, c'est d'assumer la connaissance des autres. Lorsque je me suis présentée, j'ai fait la reconnaissance au territoire où je vis. La reconnaissance du territoire provient d'une ancienne coutume diplomatique autochtone. Lorsqu'un Autochtone se trouvait sur un territoire d'une autre nation, même de passage, il annonçait sa présence par une formule comme « Je reconnais que je suis sur le territoire traditionnel de la nation X ». C'était une façon de dire « Je reconnais que vous êtes la nation responsable de préserver ce territoire et surtout, je viens en paix ». La reconnaissance du territoire en elle-même est une marque d'hommage et de respect envers les peuples autochtones. Elle atteste de leur présence tant historique qu'actuelle. La reconnaissance et le respect sont indispensables à l'établissement des relations saines et réciproques à la poursuite du processus de la réconciliation. Je fais aussi mention de mes pronoms, elle et là. En partageant vos pronoms, ça l'aide à normaliser la pratique et aide à réduire la pression à une personne transgenre ou non-binaire de le faire au risque de se dévoiler sans être prêt. Cette petite action de partager à chacun ses pronoms respectifs diminue la possibilité d'une personne d'être exclue involontairement. Ajoutez vos pronoms à votre courriel, vos profils sociaux et sur Zoom. Vous présentez en incluant vos pronoms avant un meeting ou une conférence.
Et comme toute nouvelle chose, ça prend un peu plus de pratique et ça fait partie de votre langage et habitude. Durant cette conversation aujourd'hui, vous entendrez probablement aussi d'autres termes qui ne vous sont pas familiers. Et je voulais juste en présenter quelques-uns. Le terme cisgenre se dit d'une personne dont l'identité de genre, masculin ou féminin, correspond au sexe avec lequel elle est née. Par exemple, je suis une femme cisgenre. L'expression de genre, c'est la manière dont une personne exprime ouvertement son genre. Cela peut inclure ses comportements ou son apparence, comme ses choix vestimentaires, sa coiffure, son port de maquillage, son langage corporel et sa voix. L'expression du genre inclut couramment le choix d'un nom et d'un pronom pour se définir. Le terme non-binaire, ça, c'est une personne dont l'identité sexuelle ne correspond pas exclusivement au sexe féminin ou masculin ou qui se définit en dehors de la dualité homme-femme. Le terme transgenre, une personne dont l'expression de genre et ou l'identité de genre s'écarte des attentes traditionnelles reposant sur le sexe assigné à la naissance. Le titre de notre discussion aujourd'hui est l'intersectionnalité et obstacles socioculturels à l'engagement et la rétention des filles, des femmes et des personnes non-binaires. La cause femmes dans le sport n'est pas nouvelle et nous savons que les barrières dont fait face les femmes dans le sport existent. Les femmes se retrouvent en moyenne moins dans des positions de leadership et d'entraîneur. La représentation dans les médias est plus basse et les salaires au niveau de ligues professionnelles sont aussi beaucoup plus basses. Alors, l'activisme entourant une meilleure représentation et des meilleures conditions pour les femmes dans le milieu du sport et de récréation est nécessaire. Cependant, nous devons s'arrêter et reconnaître que le féminisme dans le sport est centré principalement sur l'expérience des femmes cisgenres, hétérosexuelles, blanches. Les femmes dans le sport font encore face aux préjugés et aux attentes que la place pour les femmes dans le sport existe seulement si la féminité est encore présente. Le problème avec l'avancement des femmes dans le sport, avec cette lentille, c'est qu'elle exclut les personnes non-binaires, de genre fluide et même les personnes transgenres. Nous sommes très choyés aujourd'hui d'avoir avec nous des invités avec des expériences vécues, diverses et du contenu académique exceptionnel sur ce sujet. Alors, je vais commencer à présenter nos invités. Premièrement, nous avons Amélie. Je vais donner une petite introduction de chaque personne et vous demander de vous introduire un peu plus en détail. Amélie est titulaire d'un doctorat en anthropologie et mène des recherches au croisement de l'anthropologie politique du corps et des études du genre. Amélie s'intéresse dans une perspective intersectionnelle au corps que l'on valorise et ceux que l'on exclut, au pourquoi et aux dynamiques de ces exclusions et inclusions. Amélie est présentement associée de recherche au Centre canadien de recherche pour l'équité des genres, plus en sport et en postdoctorat à l'Université du Québec à Montréal. Christina est joueuse de water polo depuis plus de 25 ans. Elle est médaillée d'or au championnat du monde junior et médaillée d'argent et bronze au championnat du monde senior. Christina a récemment pris sa retraite de l'équipe canadienne après 16 ans. Elle joue présentement professionnellement et coach en Italie. Christina fait partie de l'équipe One Team BU avec le Comité olympique canadien, en plus de faire partie de d'autres organisations pour l'inclusion des femmes et des athlètes LGBTQ+, comme You Can Play et She's for Sport. Camille est titulaire d'un baccalauréat en enseignement et l'éducation physique et à la santé et d'une maîtrise en psychopédagogie en mémoire au département d'éducation physique de l'Université Laval. Il y a des mots que je ne dis pas très souvent en français. Son projet de maîtrise portait spécifiquement sur l'expérience sportive d'athlètes trans au Canada, particulièrement celle d'athlètes féminines trans en haut niveau. Au cours des 2 dernières années, elle a collaboré sur un projet de recherche portant sur les expériences sportives des athlètes LGBTQ+, au Canada. Marie-Lou Saint-Pierre est chercheure postdoctorale à l'École des sciences de l'activité physique de l'Université d'Ottawa. Titulaire d'un doctorat en communication de l'Université Concordia, portant sur les parcours professionnels des journalistes sportives québécoises de 1970 à 2015, ses travaux de recherche portent entre autres sur les représentations des femmes, de la diversité sexuelle et des personnes racialisées dans les médias sportifs, tant chez les producteurs de contenu sportif que chez les athlètes. Alors, avec ça, je vais commencer à demander à chaque personne de vous introduire un peu plus en détail si j'ai manqué quelque chose d'important pour donner une idée à ceux qui nous écoutent aujourd'hui d'où vous venez ce matin et pourquoi cette conversation vous intéresse. Je vais commencer avec Marie-Lou.
Allô tout le monde. Merci Fanny pour cette introduction. Alors, ben, comme tu l'as dit, je m'appelle Marie-Lou, mon pronom est Yel, j'utilise Yel. Ben, comme tu l'as dit, je suis chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa. J'ai également travaillé au Conseil québécois LGBT sur les dossiers concernant la violence sexuelle dans la communauté LGBTQ+, et les défenses des droits des personnes LGBTQ+, également. Je m'intéresse beaucoup à toutes les notions d'intersectionnalité dans les médias sportifs. Donc, comment et combien, entre guillemets, on parle que ce soit des femmes, des personnes racisées, de la diversité sexuelle à l'intérieur des différents médias sportifs canadiens, tant anglophones que francophones. Et je pense que c'est très important qu'on ait cette discussion-là aussi plus largement, non seulement par rapport aux médias, mais aussi dans l'activité physique elle-même, pour rendre le sport justement plus inclusif. On connaît les bienfaits du sport. On sait que c'est bon pour le corps, on sait que c'est bon pour notre esprit. Et même lorsqu'on ne le pratique pas, on sait aussi qu'il y a des bienfaits à consommer du sport, même à la télévision. Et oui. Alors, plus on va le rendre inclusif et plus tout le monde va pouvoir bénéficier justement de ces aspects positifs du sport. Merci, Marie-Lou. Je suis très d'accord. Amélie, à vous. Oui, bonjour tout le monde et puis merci aussi Fanny pour cette introduction-là. Mon nom est Amélie Kézère-Verreau, j'utilise le pronom elle. Je suis immigrante de deuxième génération. En effet, ma famille a immigré de Chine au Canada. Et puis, j'habite présentement un lieu, Québec, qui est à la croisée des territoires autochtones Innu, Wendat et Atikamekw. Et depuis quelques années, j'ai collaboré sur des projets de recherche, principalement en management, portant sur la progression des femmes dans les organisations sportives québécoises. Et maintenant, je collabore aussi sur divers projets en lien avec le domaine sportif dans le cadre de mon travail au Centre de recherche canadien pour l'équité des genres plus en sport. Et dans ces derniers projets-là, on a fait des approches et des méthodologies intersectionnelles, quelque chose de central. Et c'est ça, en fait, on est en train de travailler à faciliter pour qu'il y ait de plus en plus de recherches qui mobilisent ces approches et méthodologies-là intersectionnelles pour qu'on ait des recherches plus diversifiées, qu'on aille chercher des données qui sont présentement malheureusement absentes dans la recherche quant à des groupes qui se situent aux intersections là, de plusieurs systèmes d'oppression. Donc, j'espère que dans les prochaines années, on va voir de plus en plus de recherches sur ces groupes-là qui sont malheureusement en ce moment très, très, très peu représentés, voire invisibilisés dans la recherche en sport. Parfait, merci pour ça. Camille? Oui, bonjour. Merci Fanny pour l'introduction. Je me sens vraiment privilégiée d'être avec vous aujourd'hui sur ce panel. Je tiens à mentionner que je suis une personne cisgenre et hétérosexuelle. J'utilise les pronoms elle et la et que je suis ici en tant qu'alliée. Comme Fanny l'a mentionné, j'ai fait mon projet de maîtrise sur l'expérience sportive des athlètes transgenres au Canada, particulièrement celle des femmes trans. Donc, je suis ici en tant que porte-voix. J'aurais aimé qu'une femme trans soit sur le panel aujourd'hui pour qu'elle puisse exprimer d'elle-même son expérience, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais je vais être ici pour parler en leur nom, sans m'approprier leur expérience à elles. Simplement être ici pour vous amener ailleurs dans cette réflexion-là par rapport à l'inclusion des personnes trans. Donc, un peu comme Marie-Lou, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'on rende le sport le plus inclusif possible afin que tout le monde en tire des éléments positifs dans leur cheminement. Donc, je suis bien contente d'être avec vous ce matin pour en parler. Merci Camille. J'ai lu récemment votre recherche et c'est très important et beaucoup d'informations là-dessus. Alors, j'apprécie de faire le fait que oui, vous êtes ici comme voix, mais pas comme représentation. Merci. Christina, à ton tour. Oui, bonjour tout le monde. Merci Fanny pour l'introduction. En effet, je suis ici en Italie. En fait, je n'ai pas écrit les pronoms, mais je vais toujours pour elle et là. Moi, ben, en fait, je suis un athlète de haut niveau de l'équipe nationale de water polo et je viens tout juste de prendre ma retraite avec l'équipe nationale, mais
j'ai continué mon parcours ici en Italie en coachant et en jouant professionnel encore pour une couple d'autres années, espérant. En fait, je viens d'une petite ville de Montréal, la Rivière-du-Péry. J'ai commencé dans le sport tout jeune et je suis ici avec ce beau groupe de panel à parler un peu de mon expérience en tant que lesbienne et femme African-American. Excuse, je vais passer un peu à mon anglais-français. Puis en fait, c'est juste un peu pour parler de mon expérience et aussi d'apprendre beaucoup de toutes les femmes ici qui peuvent m'apporter une ouverture pour amener à d'autres panels plus tard dans le futur et aussi le monde alentour de le changement qu'on doit être et devenir. Car il y a beaucoup de choses encore qu'on peut faire. Et pour moi, c'est la première année que j'ai vraiment pris un peu plus d'initiative, de faire partie de beaucoup de panels et parler un peu de la diversité et de mes expériences personnelles. Comme j'étais un peu plus la tête dans le sport, on dit, un peu plus occupée avec l'équipe nationale et en jouant pro et les autres qui alentourent dans le sport, j'ai comme attendu un peu trop long, je peux dire, mais maintenant, je suis contente pour faire partie un peu de ce panel-là et apprendre un peu plus de la diversité femmes-hommes. Merci, Christina. Il n'est jamais trop tard, puis on est contente que vous en êtes arrivés ici. Les voix d'expérience vécues sont tellement importantes, et puis je veux vraiment qu'on se concentre sur ça ce matin, de partager votre expérience personnelle, aussi de l'expérience dont vous avez eu connaissance durant vos recherches, et puis avoir une conversation un peu sur comment on peut être plus inclusif en tant que femme, en tant que personne noire, en tant que personne du LGBTQ. Mais alors, de notre expérience personnelle, comment on peut aider les autres à être plus inclusifs, mais aussi l'expérience personnelle aide souvent à illustrer les situations aux autres. Alors, moi, je vais commencer notre dialogue ce matin en partageant une petite anecdote qui est arrivée dans le sport dont je travaillais. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille au niveau du sport paralympique avec les personnes handicapées. Et il y a quelques années, je travaillais sur un pilote d'inclusion pour la population LGBTQ+, au milieu sportif. Et quand j'ai approché les gestionnaires pour leur donner des gestionnaires de mon sport, pour les personnes handicapées, pour leur donner l'opportunité de participer, de s'éduquer sur ce sujet et de savoir s'ils pensaient que les gens qui s'identifiaient comme LGBTQ dans notre milieu sportif se sentaient inclus, la réponse accablante était « Nous sommes un sport inclusif. Pourquoi faut-il en faire un cas sur cet élément? Tout le monde est la bienvenue. » Ma réaction était OK, mais il faut être explicite avec notre inclusion. Alors, je voulais demander à chacune d'entre vous qu'est-ce que vous diriez de ce commentaire? Pourquoi est-ce qu'il est important d'être explicite et de s'assurer que les gens se voient et se sentent la bienvenue et qu'une approche générale de dire tout le monde est inclus n'est pas nécessairement la façon d'approcher ça? Alors, je vais commencer avec Marie-Lou. Oui. Ma réponse va être un peu en deux parties, si je peux dire. A priori, c'est un peu facile. Ça se donner un peu, je pense, bonne conscience. Pas nécessairement, ça ne part pas d'une mauvaise volonté, mais il y a quelque chose comme vouloir se donner bonne conscience en disant simplement « tout le monde est bienvenu ». C'est un peu, disons-le, c'est un peu simple. C'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le faire. Mais accepter qu'on a peut-être du chemin à faire, c'est aussi accepter qu'il y a possiblement des problèmes au sein de notre organisation. Et ça, c'est un pas qui peut être difficile à faire quand on est dans une position soit privilégiée, soit parce que reconnaître un problème, c'est pas toujours facile, autant y compris dans le plan organisationnel. Donc ça, c'est la première chose. Alors, je pense que ça peut créer parfois une réaction un peu comme celle que vous nous exposez, Fanny, un peu une réaction de « non, nous, on est inclusif, on est correct, tout ce qu'on fait, c'est OK ». Donc, parfois, donc ça demande une prise de conscience organisationnelle et personnelle de dire « mais peut-être qu'effectivement, il y a du chemin à faire dans mon organisation ». Ça, c'est la première partie. Donc, c'est un chemin un peu d'introspection qui peut être difficile, mais qui est vraiment important.
D'autre part, même si je suis tout à fait d'accord avec ce que vous énoncez sur le fait que c'est important de rendre visible le fait que tout le monde est bienvenu, mais il y a aussi toute la notion, et même si maintenant le terme est un peu galvaudé, il y a toute la notion de transparence, je pense, qui est importante. Parce que le dire, c'est une chose, mais aussi dire, mais comment on rend cela? Donc, les organisations, je pense, doivent, ou en tout cas, seraient gagnantes, en fait, de rendre visible ce qu'elles font pour rendre le milieu inclusif. Donc, pourquoi elles sont bienvenues? C'est qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les politiques qu'on met en place pour le faire? Parce que ça va dire aux personnes de la diversité sexuelle, par exemple, vous êtes les bienvenus, mais ça va dire également aux personnes cis, par exemple, les personnes LGBTQ+, sont les bienvenues. Donc, si vous agissez d'une certaine façon, si vous avez que ce soit des propos homophobes, transphobes, que vous ayez des gestes également, bien, ce ne sera pas toléré dans notre environnement. Ce n'est pas seulement dire aux autres, donc ce n'est pas seulement dire aux personnes de la communauté LGBTQ+, vous êtes les bienvenus, c'est aussi de l'énoncer de manière très claire. Et ça peut par le biais d'actions qui, dans certains cas, peuvent être très concrètes. Par exemple, toute la question de la binarité, ça peut être une question d'ouverture, ça peut simplement aussi être une question, et ça c'est très important, de vocabulaire. On l'oublie parfois, et je ne sais pas si, tu sais, dire, oh, ben, on est inclusif, oui, mais dans les mots. Par exemple, quand on s'inscrit dans un club de sport, par exemple, alors on a toujours un formulaire à remplir, que ce soit parce qu'il y a des assurances, parce qu'on va nous faire une carte membre, etc. Bien, souvent, on va nous demander, par exemple, de cocher femme ou homme. Et ça, pour une personne non-binaire, par exemple, je suis non-binaire, je sais que c'est à chaque fois, je suis comme, ben c'est ça, je suis obligée de choisir. On me force à choisir, et là, tu n'as pas le choix. Par exemple, si c'est en ligne, là, ça veut dire que ton formulaire n'est pas bon parce qu'il faut absolument choisir. Alors que simplement ajouter la case « Autre » ne veut pas répondre, ne souhaite pas répondre, etc. Avoir une ligne pour écrire au long, par exemple. Mais c'est déjà là une façon très claire de dire à toutes les personnes, qu'elles soient cis ou non, regardez, ici, ça va être pris en considération. Ça va être pris en considération. Alors, c'est ce genre je pense, de gestes qui peuvent être posés de manière très concrète, mais qui demandent en amont une réflexion et une prise, comme je le disais tout à l'heure, une prise en compte du fait que même si on veut être inclusif, même si on se dit inclusif, ça ne veut pas dire qu'on l'est. Il faut vraiment être prêt à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on fait réellement. Absolument. Et puis, je suis une grosse fan des façons concrètes de le faire. Alors, une façon simple ou une façon concrète pour ceux qui nous écoutent dans leur sport, ajouter la case non-binaire ou autre ou ne préfère pas s'annoncer. Christina, je suis curieuse de savoir votre expérience pour vous en tant que personne avec quelques intersectionnalités, comme on a parlé. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous sentiez inclus, par exemple, comme athlète LGBTQ, mais peut-être pas comme athlète noir ou vice-versa? Parlez-nous de votre expérience vécue personnelle dans ce cas-là. En fait, si j'ai compris, c'est de parler un peu de mon expérience. En fait, c'est dur de retourner à zéro, mais aujourd'hui, je regarde ma vie, je regarde les petits moments que oui, il y a eu un peu de discrimination ou un moment où que quelqu'un ne m'a pas reconnu comme une femme, pour moi, parce que physiquement, je m'entraîne jour par jour, je vais dans le gym, dans l'eau et j'ai un corps plus physique, bâti, comme on pourrait dire, un peu musculairement, comme un homme. Et pour moi, c'était plus ça qui me dérangeait dans ma carrière, dans mon parcours de vie. Et c'est là où j'ai subi plus de discrimination, comment je veux dire, je m'habillais en uniforme comme toutes mes coéquipières, qui est sportive, mais je n'avais pas le physique d'une femme en tant que telle. Fait que c'est là où j'ai subi un peu plus de comme j'ai dit, discrimination en l'entour du monde entier. Je voyageais, je prenais l'avion et même là, rentrer dans les toilettes de femmes avec mon équipe, le monde me regardait, hey, comment ça est dans la... ou me demandait si c'était moi le coach. Puis ça aussi, après ça, j'étais avec le temps, tu commences à penser, si c'est moi le coach, ben c'est parce que c'est juste un homme qui peut coacher une équipe de femmes, tu sais. Fait que oui, je dirais, j'ai subi un peu plus de discrimination au niveau de mon apparence. Puis c'est là où c'est dur, parce que ton apparence, tu sais, je veux dire, on s'habille,
je veux dire, je peux pas rentrer dans d'autres situations, mais pour ma situation, j'ai tout le temps dit, puis quand je fais des interviews et tout ça, moi, je suis moi-même. Je vais m'habiller comme je veux, je vais sortir dans le monde, je vais teindre mes cheveux comme je veux, je vais faire les trucs que je veux pour me sentir bien de l'intérieur à l'extérieur. Et mon look ne définit pas qui je suis. Si je dis je suis une elle ou une là, je le demande. Et je pense que c'est là où j'ai subi un peu plus. Et même en demandant le monde gentiment les premières fois, où, tu sais, comme, je veux dire, je peux rentrer dans d'autres histoires plus tard, mais juste demander de me traiter de femme et encore là, les gens insistant de dire mais monsieur, tu sais. Fait que c'est là où je pense qu'on doit commencer à, pour l'instant, c'est écouter les gens, je veux dire, écoutez, soyez à l'écoute ou, comme ma mère m'a tout le temps dit, rouler la langue 10 fois avant de parler, attendre une seconde et laisser, si c'est quelque chose d'étrange pour vous ou que vous n'êtes pas sûr, attendre de voir qu'est-ce que la personne demande de se faire appeler ou s'introduit ou d'aller de même. Et même là, après ça, avec le temps, pourquoi qu'on doit donner des titres? Moi, je suis une grande, oui, les titres sont importants parce que sinon, on n'est pas capable de faire la différence pour certaines personnes et se sentir bien. Mais pourquoi un titre? Pourquoi me déterminer que je dois être un homme ou une femme? Mon nom, c'est Christina Logbeau, elle ou là, bien sûr, mais pourquoi tout de suite me dire que je dois aller dans les toilettes de femme ou homme? Pourquoi, comme ici en Europe, j'ai trouvé ça un peu plus cool? Les toilettes sont unisexes, c'est homme ou femme. Pourquoi avoir ce problème-là? Et si on rentre un peu dans le sujet de Marie-Lou, c'est si on peut ajouter, et ce serait des petits trucs comme ça, de se faire sentir que tu n'as pas à choisir, tu n'as pas à te faire regarder par les gens, quelle salle de bain je rentre dedans, ou est-ce que je rentre dans le vestiaire homme ou femme, que ce soit un peu plus, je ne sais pas exactement la recette parfaite, mais je veux dire, déjà là, je me sens mieux à dire que je n'ai pas à choisir à me faire juger quand je vais à la toilette. Je veux dire, des petits trucs comme ça qui pourraient aider aussi une personne qui se recherche, une personne qui est trans, qui est dans l'interim de changer de sexe. Tous les petits trucs comme ça pourraient aider la personne à se sentir acceptée dans le monde. Merci, Christina, de partager ça avec nous. Camille, je garde le train de Christina en parlant des toilettes parce que c'est quelque chose que je pense qu'il revient souvent dans le milieu de sport et de récréation pour les personnes trans. Est-ce que c'est arrivé dans les conversations durant ta recherche? Ben oui, en effet, puis ça ressort à toutes les fois qu'on en parle. Je sais que Marie-Lou, elle l'a mentionné, d'avoir des actions concrètes, mais d'avoir un vestiaire mixte, ça enlève tellement de poids sur n'importe qui. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça avant, dans tous les centres sportifs, que d'avoir un vestiaire qui permette à tout le monde de faire ce qu'il a besoin de faire sans jugement, sans scan. On rentre dans le vestiaire, on fait ses affaires, puis on va faire notre pratique sportive. Dans ma tête, ça devrait aller de soi. Puis ça enlèverait beaucoup de poids sur les épaules des personnes justement qui sont en transition, des personnes non-binaires qui n'ont pas envie de se faire poser de questions, qui n'ont pas envie elles-mêmes de se dire, ben là, dans quel vestiaire je vais mieux passer. On le fait mixte, ça règle le problème, puis ça aide à tout le monde à pratiquer son sport de façon saine et sécuritaire. Puis c'est vraiment ça, je pense, qui est le plus important. Là, c'est d'avoir des politiques d'inclusion qui soient claires, qui soient publiées, qui soient mises de l'avant dans les organisations sportives pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Mais c'est aussi d'avoir les actions concrètes qui vont avec ces paroles-là. Donc, d'avoir quelque chose qui fait en sorte que les gens vont tout de suite s'y reconnaître, puis tout de suite vouloir y adhérer. Pour avoir discuté avec des personnes trans qui, elles, ont changé de contexte sportif au long de leur vie, pour aller vers des sports qui étaient plus inclusifs, ben, elles m'ont dit qu'après coup, leur expérience sportive était clairement plus positive quand elles se sentaient acceptées, admises telles qu'elles le sont, sans avoir à prouver à qui que ce soit ou à se défendre ou à vivre des discriminations. Je pense que plus l'environnement sportif est clairement inclusif et avec des mesures concrètes et réelles, plus les gens vont avoir tendance à y aller. Puis on va juste favoriser la pratique d'activité physique pour tout le monde. Absolument. Amélie, des commentaires à ajouter là-dessus? Bien, je vais d'abord faire un peu de pouce là, sur ce qui vient d'être dit à propos des vestiaires et tout ça. Tu sais,
moi, j'ai comme idée que quand on parle d'inclusion, il faut vraiment mettre au centre de la réflexion les groupes les plus marginalisés. Puis si on arrive à rendre, par exemple, dans notre cas, les sports ou les activités récréatives accessibles pour ces groupes-là, puis alors, ça va être tout le monde qui va en profiter. Si on parle, l'exemple qu'on a là, de faire des vestiaires, des salles de bain non genrées, bien, les jeunes familles vont en profiter aussi parce qu'il y a des centres sportifs où finalement, il y a le côté pour les femmes, il y a le côté pour les hommes. Et on le sait très bien, souvent, la maman va rentrer avec ses 2, 3, 4 enfants du côté féminin et elle va avoir toute la charge de prendre soin de ces enfants-là pour les préparer pour la pratique sportive, par exemple à la piscine. Et monsieur, s'ils sont allés en famille, va déjà être dans la piscine à faire des longueurs depuis longtemps. Alors que si on avait des salles de bain comme ça, non genrées, des vestiaires non genrés, mais ça permettrait à la famille de rentrer, de préparer les enfants ensemble, d'alléger les épaules des mères dans ce cas-ci. Et puis, sinon, je veux revenir à l'exemple que vous avez donné justement de ces gestionnaires probablement qui ont dit que ah non non nous tout le monde est bienvenu, on est inclusif. Bien en fait, je pense que c'est assez prétentieux de répondre ça parce que je pense que c'est pas ces gens-là en position de privilège de décider s'ils sont inclusifs ou pas. Je veux dire, le monde est bâti pour que oui, ils se sentent très bien dans ce monde-là. Je pense qu'il faut aller poser la question aux personnes dans les marges. C'est-à-dire, pour elles, est-ce qu'elles se sentent incluses? Oui, non, c'est à elles de dire si c'est inclusif ou pas. Et c'est aussi ces personnes-là qu'il faut écouter, c'est ces personnes-là qui ont les savoirs quant à leurs propres conditions d'existence, qui sont spécialistes des discriminations auxquelles elles font face. Et c'est à ces personnes-là de dire les obstacles qu'il faut faire tomber et non pas à des gestionnaires de dire oui, oui, tout le monde est bienvenu. Puis pour revenir à ce que Marie-Lou disait, moi je crois aussi que le langage, être explicite, être complètement transparent est central comme bonne pratique organisationnelle de ce côté-là. Si on ne nomme pas les groupes, si on ne les rend pas visibles sur papier, sur les sites Internet, tout ça, ben, c'est des groupes, comme on dit, ils sont historiquement marginalisés. Donc, ils ne se sentiront pas inclus si on ne les nomme pas, si on fait pas, si on ne va pas les chercher, si on fait pas appel à eux. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des énoncés de diversité et d'expérience dans les dernières années où j'ai travaillé en management sur les bonnes pratiques EDI organisationnelles. Ces énoncés-là, ils ont un impact. Les gens, quand c'est écrit que ces groupes-là sont invités, voire être, je ne veux pas dire favorisés, mais qu'on va les mettre de l'avant, ben, les gens ils se sentent interpellés. Donc, je crois que c'est vraiment important. Absolument. Et puis, un commentaire sur les vestiaires, maman de 2 garçons à la piscine, c'est huge. Ça fait tellement une grosse différence. On peut avoir accès à un gros vestiaire, mais aussi, c'est accessible. Les vestiaires mixtes, les vestiaires accessibles pour les chaises roulantes, les vestiaires de famille, ils sont plus grands. C'est bon pour tout le monde. C'est un changement qu'on peut faire qui, tout d'un coup, rend tout le monde plus inclus. Ou pas tout le monde, mais on en pogne pas mal. Alors, je veux en revenir parce que je crois le commentaire de Christina concernant l'apparence, concernant ne pas fitter le terme féministe, peut-être comme femme dans le sport. Je voulais explorer ça un peu avec vous. Je pense que on a fait beaucoup d'avances comme femmes dans le sport. Il y a beaucoup d'organisations pour avancer les femmes dans le sport. Mais dans les médias, même dans l'environnement du sport, on peut être femme en tant qu'on est féminine. Les annonces de médias, c'est très hyper féminine. C'est comme, oui, tu peux être bon dans le sport si tu es femme, mais reste femme, reste fille, reste féminine. Alors, c'est le concept dont j'explorais au début, c'est qu'on a tellement fait d'avance, il y en a tellement encore à faire, on se bat encore après des décennies pour avancer les femmes dans le sport. Et maintenant, on se trouve à un niveau où on est exclusif de certaines personnes dans le féminisme sportif. Alors, je voulais en parler un peu avec vous de ça. Quelle est votre opinion concernant ce que l'on devrait considérer à ce moment-ci
pour être plus inclusif en tant que femme dans le mouvement féministe sportif ou en tant que personne non-binaire dans le mouvement de féministes dans le sport, pour être plus inclusif de tous les genres. Alors, Christina, je vais commencer avec vous à ce milieu-là en tant que professionnelle dans le sport, en tant que professionnelle de sport féminin. Qu'est-ce que tu penses de ça? En effet, c'est justement ça, c'est que même ici, dans mon club, on prend les femmes pour faire les 3 plus belles, plus féminines, plus minces, plus fit corps féminin, pour faire les photos, pour aller chercher des commandites. Mais c'est pas parce que le club veut, c'est parce que le next level, le prochain, c'est pour aller chercher des sous, il faut mettre, je veux dire, puis je l'ai vu dans plusieurs sports, pas, certainement dans notre sport d'aquatique, femmes en costume de bain, ça vend, ça fait des sous, ça fait des commandites et tout ça. Mais juste le volleyball aussi, c'est leur moyen de faire des sous. Alors souvent, quand on va pour mettre les femmes dans les médias ou les femmes pour aller chercher des commandites en sponsorship, c'est ça, en commandite, on met les plus, on dirait, shapées comme femmes. Mais pour moi, je veux dire, je veux dire, j'ai eu plusieurs plusieurs demandes pour faire des interviews, mais ça n'a jamais été considéré pour mon look. C'était toujours parce que je suis noire, parce que je suis une femme lesbienne, ou parce que de mon parcours, mon côté familial, mes problèmes, des choses qui ne rentrent pas. Puis là, pour moi, c'était correct parce que quand même, j'ai eu une voix de parler de mes expériences. Mais en même temps, quand on regarde le grand toto, c'est même pas dans l'intérieur, comme avec l'équipe nationale. C'était pas, nous, on était fiers d'être femmes fortes physiquement et grandes. Mais plus haut de nous, si on veut continuer à performer, avoir ces commandites-là, puis avoir la visibilité, faut rentrer dans le monde et dire, OK, comment qu'on va chercher les gens à convaincre que notre équipe est faite comme ci et comme ça. Puis c'est ça qui est plate, c'est la société. Puis c'est qu'est-ce qu'on voit sur Instagram, les médias sociaux et tout ça, qu'est-ce qu'on voit sur la télévision, c'est ça qui dit, ça vend, this sells. C'est là où on doit, je sais pas, c'est quoi la recette parfaite à commencer à changer. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent à faire le plus size group et toutes ces affaires-là, mais il manque encore de plus en plus d'autres gens qui sortent et qui sont fiers de leur corps, qui soient petites, grandes, qui soient fortes physiquement, maigres, grosses, grandes, n'importe quoi. Et c'est là où ça doit commencer. Ça doit commencer même plus haut que le sport, parce que pour nous, le sport, les plus gros problèmes, c'est d'aller chercher des sous, des commandites, puis on travaille beaucoup sur, les commandites veulent vendre ça, il faut leur donner qu'est-ce qu'ils veulent pour avoir ces sous-là. Merci pour ça. Marie-Lou, j'en reviens avec vous parce que votre travail s'entoure aux médias et au niveau journalisme. Oui, juste avant, je veux juste faire sur ce que vous disiez, Fanny, et aussi sur ce que tu disais, Christina. C'est très drôle parce que les travaux d'Élise Detellier qui s'intéressait aux sportives, en fait à la pratique du sport chez les femmes au début des années 1900 jusqu'à peu près à la moitié du siècle, la crainte de la masculinisation du corps féminin était déjà là. J'ai l'impression qu'on y est encore. Hein? On a fait du chemin, comme vous le disiez, mais il en reste à faire encore. Et bon, maintenant, je m'excuse, je devais absolument faire cette affaire-ci. Ça me semble quand même important parce qu'on parle beaucoup des progrès, c'est important, mais c'est aussi important de regarder qu'il y a des variables, si je puis dire, qui ne semblent pas vouloir changer. Et je suis très d'accord avec toi, Christina, par rapport au rôle, entre autres, des décideurs et le rôle des médias également dans ces choix-là. Premièrement, je pense que c'est important de penser que je pense qu'il y a encore beaucoup le préconçu que le sport, entre autres le sport qui va être consommé dans les médias, va intéresser un public masculin, hétérosexuel, âgé de 20 à environ 50 ans. Alors ça, c'est un peu même, je dirais 45 ans peut-être. Ça, c'est le public cible. Et on prend pour acquis que ces consommateurs de sport veulent voir des femmes qui sont jugées dans une norme de féminité très normative. On pourrait parler de féminité hégémonique, si on veut, ou de féminité accentuée, là, selon les termes qu'on veut, et que c'est ce qui va faire vendre.
vendre par rapport à des commanditaires, attirer du lectorat qui, après ça, vont être payants, etc. Donc, il y a encore, je pense, tous ces préconçus-là. Et je me demande, ici, je n'ai malheureusement pas de réponse, en fait, pas de réponse exacte, à savoir, est-ce que c'est représentatif de la réalité? À ça, je ne suis pas tellement certain, personnellement, que ça l'est. Entre autres, si on regarde les études qui sont faites sur la consommation sportive, sur le niveau également d'attachement des personnes qui consomment du sport, entre autres du sport par rapport aux médias, on se rend compte, même dans des études qui datent des années 90, là, ce que je vous sors là, ce n'est pas nécessairement des résultats qui sont si récents, on remarque que dans les personnes qui s'identifient comme femmes que comme hommes, montrent à peu près le même niveau d'attachement. Donc, quand ils aiment une équipe, ils ou elles aiment une équipe, elles aiment l'équipe. Quand ils aiment, ils ou elles aiment le sport, elles aiment le sport, tout simplement. Donc, il y a quand même encore cette idée-là. Ce n'est pas pour rien qu'on voit des annonces de bière et autres là, qui sont avec des... Je veux dire, c'est encore très stéréotypé. Je pense à la publicité, entre autres, qu'on diffuse pendant, justement, les matchs sportifs. Donc, ça affecte aussi les athlètes. Si on regarde du côté, là, je ne veux pas trop monopoliser la parole, juste pour terminer ma prise de parole, si on regarde, par exemple, aussi du côté des journalistes sportifs, dans le cas de mes études, je m'y suis intéressée de 1970 à 2015. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que on a souvent l'impression qu'avec le temps vient le progrès. Mais comme je le disais dans mon introduction, ce n'est pas toujours le cas. Et dans le cas des journalistes sportifs, ce qui ressortait de ces parcours professionnels, c'est que plus on se rapproche de maintenant, donc dans mon cas, ça se terminait en 2015, plus on demande aux femmes de correspondre à une certaine féminité normative. Donc, d'avoir une apparence, un peu comme tu le disais, Christina, là, que tu disais, ils prennent les 3 plus belles, puis là, c'est un peu l'idée, elles ne s'enlèvent pas la compétence de ces femmes-là, mais en plus, elles le savent, là, on leur dit carrément qu'elles doivent être belles. On fait peser sur elles de manière très explicite le fait qu'elles doivent performer une telle façon d'être femme, et ce qui était beaucoup moins présent, en fait, dans les années 70 et 80. Donc, il y a quelque chose là-dedans et à ce moment-là, ça devient aussi un rôle, c'est social, et c'est aussi un rôle de décideur de faire. On parlait tantôt de votre structure sportive, Fanny, vous donniez cet exemple-là, on pourrait faire la même chose par rapport aux médias sportifs. Eux aussi ont un rôle et eux aussi, c'est bien beau, tout le monde est bienvenu, mais tout le monde n'est pas bienvenu, tout le monde n'est pas représenté. Voilà. Merci. En effet, oui, vous devez être bon au sport, mais faites-le en tant qu'être cute. Et d'avoir l'air d'une certaine façon. Amélie, j'en reviens à toi pour ça parce que ça fait vraiment partie de ta recherche, les corps et l'attitude envers les corps. Alors, je suis très intéressée d'en savoir plus. Oui, Marie-Lou en a déjà dit beaucoup, donc je vais essayer de faire du pouce là-dessus, mais je crois que l'essentiel a été dit. Puis quand Marie-Lou parle au niveau historique, finalement, que les critères étaient peut-être moins sévères quant à l'apparence de ces femmes-là dans les médias sportifs ou ce qu'on attendait qu'elles montrent au niveau de l'apparence, et puis que finalement... on s'attend à ce que ce soit de plus en plus belle, pour parler de ça, de plus en plus féminine, de plus en plus belle. Mais en fait, moi, mes travaux de doctorat ont porté sur les pratiques de beauté, sur la beauté, tout ça, mais pas dans le contexte canadien. J'ai travaillé dans le contexte taïwanais. Et en fait, c'est ce qu'on remarque. Et puis, il y a une philosophe britannique, Heather Widdows, qui dit que finalement, les idéaux de beauté, la pression de beauté, elle est globale et c'est de plus en plus... fort et les critères sont de plus en plus précis, et avec toutes les nouvelles technologies de self-tracking puis tout ça, de monitorage de soi, que ce soit avec les téléphones, que ce soit avec la manière dont on prend les photos, qui sont de plus en plus raffinées, qu'on peut montrer de plus en plus, qu'on peut tout retoucher, tout lécher ces visuels-là, eh bien, veut pas, la pression est de plus en plus grande. Et ce qu'il faut faire pour correspondre à tout ça, comme Marie-Lou parlait de la pression que ces athlètes-là peuvent avoir, de montrer la bonne image, de performer la bonne féminité, eh bien, c'est avec des critères de plus en plus serrés, c'est de plus en plus insistant, de plus en plus fréquent aussi. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ça. Et ce qui est important comme contre-pratique, pratique de résistance, j'aime bien l'approche du philosophe Michel Foucault sur la résistance, c'est-à-dire qu'on a des nœuds où le pouvoir se situe,
il faut amener une force contraire à ces nœuds-là. C'est-à-dire, dans le cas qui nous intéresse, c'est montrer des corps différents. Montrer des corps de personnes, par exemple, en situation de handicap. Des corps qui ne sont pas le corps qu'on voit partout, avec lequel on est bombardé toute la journée d'images. Montrer plein de diversité. Plus on voit de la diversité, plus en fait les mentalités vont évoluer, plus ça va devenir, ça ne sera pas de la diversité, ça va être normal, ça va être quelque chose qu'on voit tous les jours. Et quand on parle des organisations sportives, parce que je reviens souvent beaucoup à la question des organisations, étant donné que j'ai travaillé beaucoup sur des projets dans le monde du sport, mais au niveau des organisations, c'est tous les visuels que représentent ces organisations-là. Je regarde les fédérations sportives, qu'elles montrent de la diversité des garçons, des filles, des personnes non-binaires, des personnes qu'on sait pas, des personnes trans, des corps différents, des corps qui sont pas nécessairement le corps sportif typique, musclé, extrêmement performant. C'est important de montrer cette diversité-là. En fait, c'est la conviction que j'ai. Moi, vous êtes absolument d'accord. Camille, je suis curieuse, durant votre recherche avec les personnes trans, est-ce que c'est arrivé dans la conversation de ne pas se voir représenter et l'importance de se voir représenter? En fait, oui, là, de se voir représenter, c'est quelque chose qui est ultimement l'objectif pour toute personne dans la société. Donc, nécessairement, les personnes trans vont vouloir aussi se voir, se projeter dans le contexte sportif. C'est pour ça qu'on a beaucoup aussi de modèles actuellement dans le monde du sport, comme Chris Mosier qui est là, puis qui est un bon advocate pour les personnes trans en sport, parce que justement, il y en a si peu qu'il faut qu'il y ait des voix, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent la parole pour être visibles. Puis si on parle de féminité, c'est un peu... c'est un drôle de conflit parce que les personnes trans vont chercher à adhérer à certains critères, soit de féminité ou de masculinité, pour bien passer, pour être vue comme une femme ou comme un homme de façon physique, concrète. Donc, quand je suis scannée, on me voit tout de suite que je suis une femme et je corresponds aux critères de féminité ou de masculinité. C'est quelque chose que je trouve déplorable parce que je me dis, chaque personne devrait avoir le droit de s'identifier et de s'exprimer comme elle a envie. Et là, soudainement, à cause du contexte sportif où tout est séparé homme-femme, on exige que les personnes trans, même les personnes non-binaires, adhèrent à certaines caractéristiques pour rentrer dans une de ces deux cases-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de bon sens. Là, je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'explose pas ce cadre-là pour permettre justement à tout le monde de pouvoir pratiquer son sport sans avoir à se déguiser, là, parce que moi, j'utilise vraiment ce terme-là, là, c'est vraiment d'agir à l'envers de ce qu'on est pour pouvoir être présent dans un contexte particulier. Puis c'est ça, les femmes que j'ai interviewées, elles se sentaient super bien, super à l'aise avec les critères de féminité auxquels elles décidaient d'adhérer. Puis c'était pas quelque chose qu'elles se sentaient forcées, mais je me dis qu'il y en a peut-être qui ont arrêté la pratique sportive parce que justement, elles n'avaient pas envie de faire ce faux compromis-là. Ça devrait être à nous justement d'enlever ces exigences-là pour permettre à tout le monde de pouvoir être ce qu'il a envie d'être dans le contexte sportif. Puis c'est un sujet qui me touche vraiment, là, je trouve ça super fâchant, en fait, que le corps féminin soit mis de l'avant pour vendre le sport. Dans ma tête, c'est le sport qui vend le sport. Donc, c'est en ayant la promotion d'un sport féminin, diversifié, avec justement des corps différents, avec des aptitudes différentes, qu'on va réussir à attirer le plus de gens possible parce qu'ils vont se reconnaître. Alors que présentement, ce qu'on offre, c'est quelque chose qui est masqué, qui n'est pas vrai. Donc, dans ma tête, on nuit au sport féminin en ce moment en ayant ces modèles-là qui sont faux. Puis, je pense que c'est tout le temps à notre avantage que d'ouvrir aux diversités. Alors oui, merci. Je voulais juste dire, Chris Mosier, j'en ai appris beaucoup vraiment de lui. J'ai été à un de ses séminaires dernièrement, il y a quelques années, excusez. Et puis, il a commencé le séminaire en disant « C'est qui le meilleur athlète sportif au monde? » Et puis, toutes les personnes ont commencé à nommer les hommes. Et puis, il dit « Ben non, c'est Serena Williams. » Alors, notre approche est toujours de penser aux hommes en premier et que les femmes soient dans une catégorie différente. Alors, c'est le hockey de femmes ou des choses comme ça. Alors, Marie-Lou, vous aviez quelque chose à dire? Oui, en fait, c'est parce que je voulais rebondir sur ce qu'ont dit Amélie et Camille, parce que ça touche un peu aussi les médias dans les représentations diversifiées des corps. En fait, ça revient aussi à ce que Christina a dit. C'est que, tu sais, il y a le phénomène aussi dans les médias sportifs en général, en tout cas en Amérique du Nord et
dans le monde occidental en général, de concentrer à peu près l'ensemble de l'attention médiatique sur le sport professionnel. Or, le sport professionnel est avant tout masculin. Donc, très peu de femmes ont accès à du sport professionnel ou sinon, il est moins bien payé, il est moins vu, c'est-à-dire moins couvert là, par la presse sportive, entre autres, moins diffusé à l'heure de grande écoute aussi. Même dans les sports où il y en a, si on regarde les tournois du Grand Chelem, par exemple, au tennis, ben, Serena Williams, que vous nommiez tout à l'heure, Fanny, ben, elle va jouer le samedi. La grosse finale du dimanche, c'est les hommes. Donc, il y a tout cet enjeu-là. Et ce qu'on peut voir, c'est que plus il y a une diversité de sports qui est traitée, plus il va y avoir une diversité corporelle aussi, plus il va y avoir une diversité de personnes avec des parcours diversifiés. Par exemple, dans les Olympiques, c'est souvent un moment où on va avoir bien plus de corps différents. Par exemple, je pense à une femme qui fait le lancer du poids, par exemple. Souvent, elle a un corps qui est différent, par exemple, de la nageuse olympique. Et c'est super agréable de voir toutes ces disciplines-là. Et comme je le disais, Camille aussi, tu sais, ben, on veut le sport pour le sport. Tu sais, c'est le fun de regarder ces compétitions-là. On en retire du plaisir, on en retire aussi quelque chose. Puis ce sont des athlètes, tout autant que peu importe le corps, ce sont des athlètes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. On parle quand même des Olympiques ici. Là. Et je veux dire, je pense que plus il va y avoir une diversité, plus on va s'éloigner un peu de seulement couvrir le sport professionnel ou des sports professionnels différents aussi, quand même, plus marginalisés quand même, plus on a une chance d'avoir de la diversité aussi à l'écran. Et comme on est dans un moment où les médias sont en crise, on en parle souvent, la crise des médias, les médias sportifs n'y échappent absolument pas. Il faut dire que la crise de la COVID-19 y contribue un peu plus également. C'est peut-être un moment aussi de penser à faire des expériences, au lieu de simplement prendre pour acquis que les gens ne s'intéresseront pas, par exemple, à une compétition de water polo. Peut-être devrait-on diffuser du water polo pour voir si les gens pourraient y être intéressés et aussi créer parce que pour que les gens s'intéressent au sport, il faut créer un hype médiatique. Je m'excuse du mot en anglais. On crée ça devient un événement. Alors, pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas pour des sports autres qu'au Canada, par exemple, le hockey, un peu le football. Pourquoi on ne le fait pas pour le reste? Pourquoi pas expérimenter un peu? Voilà. Oui, ne me faites pas commencer sur les Jeux paralympiques. Et le manque de représentation de ce niveau-là, en effet. Amélie, j'ai vu ta main qui remonte. Oui, ben, si je veux me permettre, justement, je pense que la situation avec le COVID, comme dit Marie-Lou, est un bon moment de réimaginer le monde qu'on souhaite avoir. Là. Et c'est le moment, justement, de faire des essais créatifs et puis de proposer autre chose, là, vraiment. Bon, bien, on a tellement une bonne conversation. Déjà, ça fait plus d'1 heure. Merci beaucoup à tout le monde. En terminant, je veux remercier le Centre de récréation canadien pour cette conversation aujourd'hui. Et pour en finir, je vais donner le tour à chacune d'entre vous pour donner quelques petits pas concrets, 1 ou 2 solutions que les gens peuvent commencer aujourd'hui pour appliquer une lentille d'inclusion et d'intersectionnalité dans leur programme et dans leur quotidien pour aider à être plus inclusif pour leurs membres et pour leur programme. Alors, Camille, je vais commencer avec vous. Oui, bon, merci de me permettre d'ouvrir sur cette possibilité d'offrir des ressources. D'abord, je pense qu'en tant qu'individu, c'est important de s'informer en tant qu'un rôle d'allié, puis d'aller voir c'est quoi être un allié dans le contexte sportif, entre autres, mais dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est le premier pas individuel qu'on peut faire, ne serait-ce que pour voir les choses autrement, puis avoir une vision différente de ce qu'on avait avant. Puis une fois qu'on a admis avoir des privilèges, puis fait peut-être des erreurs dans le passé, bien là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut agir pour le futur. Et concrètement, pour les organisations sportives, il existe des ressources qui sont à leur disponibilité pour leur permettre d'établir des politiques d'inclusion pour les personnes trans spécifiquement, qui sont vraiment accessibles et qui peuvent avoir des balises concrètes à faire dans le temps pour y aller progressivement, parce que je suis consciente que les choses ne changeront pas du jour au lendemain, mais c'est en ayant des petites actions concrètes au quotidien puis sur le long terme qu'on va réussir à faire du contexte sportif quelque chose de positif pour tout le monde. Si je pense au Centre canadien pour l'éthique dans le sport qui ont établi un modèle pour guider des politiques d'inclusion,
Je pense que ça va être super important de laisser les ressources à la fin de la présentation pour que tout le monde puisse les consulter. Mais ça, c'est vraiment un moyen concret de voir en tant qu'organisation sportive qu'est-ce que je peux faire pour modifier mes politiques et les rendre plus inclusives. Puis sinon, je sais qu'il existe aussi une panoplie de ressources en ligne comme One Team, qui est le mouvement canadien olympique, qui a fait en sorte que les personnes LGBTQ+ soient reconnues dans le contexte sportif. Le Pride Tape, You Can Play. Puis comme j'ai parlé tantôt de Chris Mosier, son mouvement Trans Athlete, c'est vraiment des ressources concrètes auxquelles on peut se référer, ne serait-ce que pour s'éduquer sur le sujet, en apprendre plus, puis avoir des actions concrètes qu'on peut faire ensuite sur le milieu. Puis ce que je peux dire, mettons, aux dirigeants dans les organisations sportives récréatives en ce moment, c'est bien, on gagne tous à ce que le sport soit plus inclusif dès la participation sportive. Donc, c'est à tout notre avantage que de faire ces changements-là éventuellement. Absolument, oui. J'allais justement dire, on va s'assurer d'avoir des ressources et des liens francophones pour tous les gens à la fin. Alors, Marie-Lou, un dernier mot, quelques petits pas concrets pour les gens? Oui, mais premièrement, je pense que j'en ai déjà parlé, le vocabulaire. Je pense que ça commence. C'est un geste qui est très concret et qui ne demande pas nécessairement le plus de brassage de structure. D'un. Deuxièmement, il existe des groupes communautaires sur le terrain. C'est partout au Canada, il y a des groupes LGBTQ+, qui ne sont pas nécessairement directement dans le milieu sportif, mais qui luttent pour l'inclusion. Et je crois que c'est Amélie qui le disait plus tôt, les personnes LGBTQ+, sont les meilleures pour parler des besoins des personnes LGBTQ+. Et je pense que c'est important à un très haut échelon, ici les échelons gouvernementaux, que ce soit municipaux, provinciaux, fédéraux, d'offrir du financement pour des partenariats entre les organisations sportives, y compris amateurs, partout, et aussi les organismes communautaires LGBTQ+, qui sont déjà sous-financés, on le sait. Donc, pour créer justement des partenariats pour que l'expertise qu'un développe ne soit pas seulement... Il faut arrêter de travailler en silo, finalement. Le sport ne doit pas travailler en silo non plus. Il doit se tourner vers des acteurs et des actrices qui travaillent déjà à l'inclusion pour justement créer une synergie, si je peux dire, avec ces organismes-là. Donc, on ne part pas de zéro, comme le dit Camille, il existe déjà des ressources, mais faisons en sorte que les ressources se parlent pour créer des environnements inclusifs. Absolument. Les ressources sont là. Les gens avec l'expérience vécue de toutes les dimensions existent dans nos programmes, existent dans nos sports. Alors, il ne s'agit pas de réinventer la roue, là. Il faut trouver ces personnes et les écouter, comme Amélie disait. Alors, Amélie, à vous pour les derniers mots et continuer avec ça. Oui, ça tombe bien parce que je vais pouvoir continuer sur ce que Marie-Lou a dit. Donc, une fois qu'on a consulté les personnes, et puis quand on dit consulter, ça ne veut pas dire les monopoliser, utiliser tout leur temps, puis leur faire du travail gratuit. Je veux dire, en tant qu'individu, surtout maintenant, on est dans un moment de rattrapage historique. C'est pas demain qu'il faut commencer le changement, c'est avant hier. Comme Camille l'a dit aussi, le changement, ça prend du temps. Donc, il faut s'éduquer et puis quand on va consulter ces groupes-là qui connaissent leur réalité, il faut aussi reconnaître leur travail. Et une fois qu'on comprend, en fait, qu'on a ciblé, identifié les obstacles, les barrières que ces groupes-là rencontrent, eh bien là, c'est tranquillement les faire tomber et d'être explicite dans tout ça. Et puisque je travaille à un niveau organisationnel, c'est d'inscrire tout ça dans des plans, dans des politiques. Il ne faut pas que ça repose sur les épaules d'individus bien intentionnés parce que finalement, si la personne part, elle n'est plus en poste, bien, ça ne sera pas pérennisé dans les organisations. Et puis, ces politiques-là, il faut qu'elles aient du mordant, finalement. Il faut que ça dérange les structures. Si ça ne dérange pas les structures, les relations de pouvoir, tout ça, mais c'est que ce n'est pas suffisamment fort. Il faut qu'elles permettent vraiment de supporter le changement. Ensuite, c'est important d'être très transparent. Quelles barrières on a fait tomber? Le dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui reste à faire? Pourquoi ce n'est pas fait? Quand ça va être fait? Et c'est important qu'on parle de changement organisationnel, qu'on parle de politique, de plan, d'avoir des mesures concrètes inscrites dans ces plans-là et de pouvoir mesurer le changement, d'avoir des indicateurs de la reddition de comptes. Et bien sûr, le changement, ça ne se fait pas en cliquant des doigts là, avec la flic clochette, ça prend des ressources. Donc, c'est d'investir des ressources dans ces changements-là.
Absolument. Les politiques sont importantes, mais il ne s'agit pas de seulement faire un check dans la boîte. Il faut aussi avoir du leadership et des personnes qui sont en arrière de ces politiques-là pour s'assurer qu'ils se développent sur le terrain, comme on dit. Alors, Christina, last but not least, comme on dit en anglais, c'est à vous avec les derniers mots, s'il vous plaît. En effet, je suis d'accord avec tout le monde, mais si je retiens des mots-clés, c'est allier, tu sais, aller rechercher des ressources et éduquer pour être le changement. Je veux dire, moi-même étant partie de ces groupes-là, mais je sais qu'à un certain point, Marie-Lou a parlé on a souvent des ressources pour les gens qui sont dedans, mais pour les gens alliés, il en faut plus. Et même les gens qui ne sont pas alliés, pour les apporter à être alliés, je veux dire, il manque beaucoup de ressources envers les gens, d'éducation à comprendre et savoir à quoi ils peuvent avoir accès à. Et je pense que si on commence là-dessus et continuer à en parler et le publier et mettre l'énergie là-dessus, c'est sûr que ça n'arrivera pas demain, comme on a dit, mais c'est un début. Puis si on commence pas, on ne sera jamais arrivé à où ce qu'on veut aller. Je veux dire, certainement, les ressources, c'est une des plus grosses. Je veux dire, avec l'équipe, le COC, le One Team, comme Camille l'a expliqué et tout ça. Il y a aussi Égal Sport, You Can Play, She's for Sport. Alors, toutes ces ressources-là, moi-même, étant partie de la LGBTQ2+, j'ai jamais connu tous ces programmes-là depuis le You Can Play One Team. Ça fait 5 ans. Les autres, je les ai à peine connus cette année, cet été, durant la pandémie, parce que ça m'a permis de donner le temps d'ouvrir les yeux et écouter, être éduqué. Et même maintenant, à ces panélistes ici aujourd'hui, je veux dire, je pense que si on prend l'opportunité à publier vraiment bien et partager tous les ressources qu'on a partagés aujourd'hui et qu'on a plus à donner, ça l'aiderait les gens un peu plus à comprendre où ils peuvent aller rechercher des ressources et en comprendre un peu plus. Absolument. On est dans un moment historique présentement. Le COVID, ça a donné une pause quasiment ou une opportunité aux gens de dire oh, maintenant, je ne peux plus ignorer tous ces faits. Les ressources concernant tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, concernant le racisme, toutes ces choses-là, ça existe, il y en a partout ces temps-ci. Alors, c'est quasiment, il n'y a plus d'excuses. Mais je veux aussi rappeler que c'est un processus. C'est comme tout le monde a dit, ça prend du temps à faire les changements. Et puis, en tant que personne, que c'est la première fois que ces concepts aujourd'hui, que vous les apprenez, prenez du temps. Soyez, en anglais, je dis souvent gentle, soyez gentil avec vous, d'apprendre et de prendre les pas. Et puis, il ne s'agit pas de tout attaquer. Je pense que des fois, les gens pensent, ben c'est trop, je ne sais pas où, je fais rien parce qu'il y en a trop à faire. Je ne peux pas tout savoir, je ne comprends pas. Les gens se fâchent après moi. Et puis, ça peut paraître comme ça des fois, et puis la pression peut être là. Mais il faut penser aux humains qui sont dans vos programmes. Prendre le temps, un pas à la fois, de savoir comment faire les politiques, comment impliquer tous les gens et de faire tous les gens sentir inclus. Parce qu'à la fin de la journée, on veut des programmes créatifs, on veut des sports que tout le monde aime. On sait que le sport va rendre les gens plus heureux. Alors, l'intention est là de faire la bienvenue à tout le monde. Alors, c'est un pas à la fois et puis on va s'assurer d'avoir toutes les ressources indiquées à la fin de le webinaire aujourd'hui. Alors, je veux dire un gros merci à Christina, qui est tard, j'imagine, en Italie, c'est à ce moment-ci, Marie-Lou, Amélie, Camille et l'Association canadienne des parcs et des récréations du Canada, les parcs et loisirs, pardon, du Canada. Merci beaucoup pour cette opportunité. Vous pouvez me trouver à The Fan Smith et puis à Inclusion Incorporée. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin. OK, alors maintenant, je suis ravie de ramener tous nos invités pour une période questions live. Alors, si toutes les personnes sur notre panel pourraient réouvrir leur vidéo, on va prendre des questions dans le chat dans quelques minutes.